fallait rêver d'une Europe idéale, ce serait celle-ci. Des terres vertes à perte de vue, des châteaux toujours plus grands, des villes toujours plus belles, allant parfois d'une simple cité avec des remparts fortifiés autour d'elle, qui cachent un monde bien plus sombre qu'on ne le pense. Ou peut-être un simple village viking où on n'aurait aucun ennemi. En fait, les inspirations européennes sont nombreuses dans l'animation japonaise. Alors que nous, occidentaux, européens, français, avons tendance à créer des œuvres centrées sur notre pays, notre culture, pourquoi des Japonais à l'autre bout de la planète ont créé des œuvres exceptionnelles qui se déroulent sur notre continent, des animés intemporels? Eh bien, ça commence en 1974 avec le dessin animé Heidi, une œuvre qui semble a priori banale et pourtant vous verrez qu'elle sera essentielle à la création des mangas les plus populaires de nos jours. Heidi, ça raconte l'histoire d'une enfant qui vit dans les Alpes suisses. Elle va y vivre de nombreuses aventures avec Pierre, Clara, son chien Hercule. Et là, vous vous dites sûrement pourquoi on parle d'Heidi. C'est vrai qu'on est loin de Berserk ou encore Vinland Saga, mais je suis sûr que malgré ça, vous connaissez Heidi de près ou de loin. Peut-être que vous-même ou vos parents avez déjà regardé ces aventures à la télé. Je me rappelle avoir déjà regardé sans vraiment y avoir prêté attention. Pour moi, c'était juste un vieux dessin animé comme beaucoup d'autres. Et je vous avoue que les aventures d'une petite fille suisse, ça m'intéressait pas plus que ça. Et pourtant, Heidi est encore considérée comme l'une des plus belles œuvres de son époque. En fait, il y a un truc que je vous ai pas dit sur Heidi, et c'est même quelque chose que j'ai découvert en faisant cette vidéo, c'est qu'en fait Heidi c'est pas un dessin animé mais plutôt un animé. L'un des premiers animés japonais diffusés en France. Et vous savez qui a contribué à cet animé? Hayao Miyazaki. Son nom, son visage vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est juste le gars qui a fondé les studios Ghibli. D'ailleurs, si comme moi vous étiez pas sûr de la prononciation, si on dit Ghibli ou Ghibli, eh bien on peut dire les deux. Ghibli c'est un mot italien qui fait référence à un vent chaud du désert. On peut le prononcer à l'italienne, Ghibli, ou à la japonaise, Ghibli. Voilà, j'étais obligé d'en parler parce que je vais souvent dire ce mot. Alors à l'époque, Miyazaki n'a qu'une trentaine d'années et jusque-là sa vie se passe plutôt bien, mais ça va vite changer. À 22 ans, il rejoint les studios Toei. Il va d'abord avoir des rôles très secondaires dans la création d'animés. En fait, pour faire un animé, il faut des frames, des images qu'on superpose pour créer du mouvement. On l'a tous fait dans nos cahiers, notre mini dessin animé, mais pour faire ça, c'est long. Autrement dit, l'artiste principal va pas vraiment se prendre la tête à dessiner chaque frame et c'est là que des gens comme Miyazaki interviennent. C'est en quelque sorte le plus bas de l'échelle, mais à force de travail acharné, il va monter les échelons et avoir plus de responsabilités. Et vous verrez que Miyazaki est vraiment le crack de sa génération. Il a envie de devenir meilleur et peut-être un jour de fonder son propre studio. Et donc il décide de quitter les studios Toei pour rejoindre les studios Apro. Et c'est là que Heidi intervient. On n'est pas encore au niveau des studios Ghibli, ni même à des animés qui pourraient ressembler de près ou de loin à l'Attaque des Titans par exemple. Mais Miyazaki prend son rôle à cœur. Il le prend tellement à cœur que pour adapter Heidi, il va en personne jusqu'en Suisse. いわゆる場面設計をやった宮崎駿はですね、スケッチブックも持ってないんですよ。彼は絵でレイアウトっていう大事な場面を作らなきゃいけないのに何にも持ってない。ただ見て回ってるんですよね。景色なり着ている服なり建物なり食器なりただ見てる。それを彼は一生懸命記憶してハンティング取り入れた。 C'est vrai qu'aujourd'hui ça peut paraître un peu poussé de se déplacer physiquement à l'autre bout du monde, mais il faut savoir qu'à l'époque les Japonais ne savent pas tout de l'Europe, et encore moins d'un petit pays comme la Suisse. Alors pourquoi Miyazaki et son équipe, des Japonais de l'autre côté du globe, ont voulu raconter une histoire aussi vieille que celle d'Heidi? Parce que oui, Heidi ça a été diffusé dans les années 70, mais l'histoire même se déroule dans les années 1800. Et d'ailleurs c'est souvent ces années-là, une vieille Europe qu'on voit même parmi l'Attaque des Titans que j'ai cité tout à l'heure. Vinland Saga, Berserk, Frieren, les Japonais semblent se fasciner de cette Europe-là. Et même si Miyazaki et son équipe sont soucieux de raconter une histoire fidèle, qui tient la route, c'était pas vraiment le cas pour nous Français et Européens qui étions surtout préoccupés par raconter une histoire très simple, souvent la même avec l'homme blanc qui débarque au Japon, qui a du mal à faire sa place mais qui à force d'être entouré de Japonais finit par tomber amoureux du pays et accessoirement de la princesse du village. On a ce genre d'histoire et parfois quelques documentaires, c'est à peu près tout pour l'époque. Sur le papier, l'histoire d'Heidi est, désolé de le dire, pas terrible. On a une petite fille, une fermière des Alpes suisses qui a des aventures pas très ouf, avec son équipe qui est pas très ouf non plus. Je vous donne l'impression de tailler cette œuvre et pourtant j'ai fini par l'aimer, et c'est là le génie des Japonais. Ils nous ont fait aimer une histoire qui a priori semble nulle, et tout ça c'est grâce à leur vision de l'Europe, une vision paradisiaque. Et pour expliquer cette vision, il faut qu'on fasse un retour dans le passé parce que ça ne vient pas de nulle part. En fait, en 1650, le Japon décide de fermer ses portes et pour les fans de One Piece, c'est exactement la même chose que le pays de Wano Kuni qui décide de fermer complètement ses frontières aux étrangers. C'est l'époque du Sakoku, qui veut littéralement dire fermeture du pays. Les Japonais sont totalement isolés du reste du monde et cette période ça va pas durer 5 ou 10 ans, non ça va durer plus de 200 ans. Et pendant cette période, on va dire que le Japonais de tous les jours n'a aucune idée de ce qu'est le reste du monde. À quoi ça ressemble exactement, ce qui s'y passe, il en sait rien du tout, voire très peu. En fait, le Japon va vite fait s'ouvrir, mais c'est déjà qu'aux Hollandais, Chinois et Coréens, et le reste c'est interdit. Mais forcément, pour faire du commerce, faut dialoguer. Il faut que les Hollandais parcourent physiquement le pays jusqu'au shogun, l'empereur du Japon. Et donc les Japonais voient parfois passer des étrangers dans leur village, sur les routes de campagne, et ben ça laisse place à une sorte de fascination pour les Européens. Les Japonais voient de près ou de loin des missionnaires étrangers. C'est qui ces gens, ces
Européens, à quoi ils ressemblent, c'est comment chez eux. Bon ok, les Japonais s'intéressent aux Européens, mais de là à dire qu'il y a une obsession pour eux, ce serait mentir. Non, là où ça va devenir intéressant, c'est quand les États-Unis vont forcer l'ouverture du Japon en 1842. Les Américains arrivent avec leurs navires de guerre et menacent de tout faire péter si le Japon n'ouvre pas ses frontières. Leur puissance est bien trop grande et la terre des samouraïs n'a pas d'autre choix que d'accepter. C'est donc officiel, le Japon est ouvert à tous, c'est la période Meiji. Et cette période, c'est non seulement un constat, le Japon est terriblement en retard sur le reste du monde, mais c'est aussi et surtout là que les Japonais vont en savoir plus sur l'Europe, qui est carrément devenue la trend de l'époque. La technologie européenne est plus avancée, on s'intéresse à l'art européen, l'architecture, tout y passe, la culture européenne est devenue fascinante. Et cette fascination va durer pendant très longtemps, ça nous amène à la première ère des animés japonais. On est dans les années 60-70 et l'animation est devenue très populaire, notamment grâce à Walt Disney, et ça tombe bien parce qu'au Japon on a ce qu'on appelle les mangas qui peuvent très facilement être adaptés en dessins animés, ou plutôt on parlera ici d'animés. Et justement nous en France on a vraiment eu de la chance puisque les animés sont arrivés très tôt chez nous, même si c'est surtout dans les années 80 et 90 qu'on va trouver les animés les plus populaires. Je pense à Dragon Ball, Captain Tsubasa, Senseiya, mais il y a une vague d'animés populaires dans les années 60-70 aussi, et c'est l'explosion. Astro Boy cartonne, c'est encore très connu aujourd'hui, Gundam j'en parle même pas, Goldorak ça parle plus à nos parents, mais on a déjà des jeunes garçons qui font face aux difficultés du monde qui les entoure. On peut dire que c'est les ancêtres du shonen qu'on retrouve aujourd'hui avec One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia, etc. La plupart des animés de l'époque c'est souvent pour les garçons l'espace, les guerres intergalactiques, et pour les filles c'est des animés shoujo, marqués par la poésie et les romances. Mais on a aussi des animés particuliers qui sortent du lot. Déjà ça se passe pas au Japon mais en Europe, et l'animé dont je vais vous parler c'est La Rose de Versailles, qui se passe donc chez nous en France, à Versailles. Et vous allez voir que cet animé, même si nous on ne le connaît pas, eux au Japon, ils le connaissent très bien. Je suis obligé de vous en parler, vous allez voir comment les mangaka japonais sont très intelligents. La Rose de Versailles, ça raconte l'histoire de ce héros. Enfin c'est pas un héros mais une héroïne. Pendant la Révolution française, le général Jarjaï est saoulé. Il essaye d'avoir un fils mais n'y arrive pas. Il a eu 6 enfants, 6 filles, et donc il décide d'élever la dernière comme un homme. Et ce personnage, c'est Oscar de Jarjaï. Oscar, qui vous l'avez compris, est une fille, va se former aux arts de l'escrime et de l'équitation avec son ami, André Grandier, un garçon donc. Et vous voyez déjà où l'histoire va aller, mais croyez-moi, ça va devenir plus intéressant que ça. Oscar va donc gravir les échelons et faire partie de la garde royale. Elle sera d'ailleurs très douée, et à cause de son apparence d'homme, certaines femmes vont tomber amoureux d'elle, chose qu'Oscar va toujours rejeter. Oscar n'est pas homosexuel, elle aime les hommes, et pourtant c'est cette ambiguïté qui va faire la popularité du manga. C'est tellement populaire que ça va partir très loin au Japon. Ce genre de relation, c'est ce qu'on appelle les relations de classe S, qui font souvent référence à l'amour entre deux filles, parfois 2 hommes, parfois un homme qui ressemble à une fille, comme dans Rose de Versailles. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est vrai que c'est très loin des animés qu'on trouve aujourd'hui, mais déjà parce que ce manga fait beaucoup de bruit au Japon, mais aussi parce que c'est pas que des histoires d'amour. Oscar découvre que la France est corrompue. Elle décide de rejoindre l'armée révolutionnaire pour retourner le gouvernement. Je vous spoil la fin, de toute façon je suis presque sûr que vous allez jamais regarder. Oscar finit par épouser son meilleur ami, André Grandier. Jusque-là tout va bien, mais Oscar va finalement mourir lors d'une bataille. Et à ce moment-là, les jeunes japonaises de l'époque ont pété les plombs quand elles ont lu ça. On dit même que certaines classes ont été suspendues parce que toutes les filles pleuraient. Elles ont tellement craqué que l'une d'elles a envoyé dans une enveloppe une lame de rasoir destinée à l'auteur du manga. Et pourquoi je vous ai dit que les mangaka japonais étaient très intelligents? Eh bien parce qu'ils ont utilisé l'Europe pour dénoncer des problèmes dans la société japonaise. Croyez-moi que la Rose de Versailles, ça n'aurait jamais marché si ça avait eu lieu au Japon. Impossible vraiment de parler de relations ambiguës, de coups d'état, ni même de révolution dans un environnement japonais. Et en parlant de révolution, il y en a une qui se prépare. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'Heidi et c'est pas pour rien. Le succès d'Heidi est colossal et le studio World Masterpiece Theater décide d'adapter des contes européens pour en faire des séries télévisées. La recette est extrêmement simple et pourtant très efficace. On retrouve souvent des enfants qui vont traverser plein d'aventures, mais tout ça, ça se passe dans plus ou moins le même endroit, la même Europe. Un pays très vert avec de beaux paysages bloqués dans les années 1800, loin de l'avancée technologique corrompue, et ça a même un nom, la Ruritanie, un pays imaginaire qui représente l'Europe idéale, avec des nobles, des paysans, des châteaux, et ça c'est exactement ce qui est montré dans les animés japonais de l'époque. Mais qui dit succès dit argent, et qui dit argent dit produire plus rapidement, et ça Hayao Miyazaki va très vite le comprendre. En fait, Heidi ça a eu du succès, mais c'est aussi parce qu'au début on laissait le temps aux équipes de travailler. L'animation était déjà à l'époque en train de grandir, peut-être trop vite, et les personnes qui y travaillaient étaient toujours sous la pression de faire plus d'épisodes. Aujourd'hui on le sait, les conditions de certains animateurs sont misérables. En fin des années 2023, le studio MAPPA, celui qui est connu pour l'Attaque des Titans, Vinland Saga, d'ailleurs on en reparlera après de ces deux animés, mais le studio MAPPA est aussi tristement connu pour s'être occupé de Jujutsu Kaisen. Et bien que l'animé a eu une animation de qualité incroyable, faut se dire que les conditions de travail étaient vraiment pas terribles, avec des délais toujours plus courts pour rendre des travaux, des coups de pression, vraiment on a tout entendu. Alors on dérive un peu du sujet, mais c'est déjà très important de parler des conditions des animateurs, sachant que ça va donner lieu à un changement majeur dans l'animation japonaise. Parce que oui, pour comprendre ce changement, il faut revenir à Heidi. L'équipe avait tellement à cœur de faire une animation parfaite que la production d'un épisode prenait beaucoup de temps, trop de temps, et les studios en ont eu marre. Miyazaki le dira lui-même, produire une série d'animation juste pour remplir les plages horaires de la programmation télévisée, c'est comme générer une pollution culturelle. Alors c'est décidé, si
Si aucun studio de télévision ne veut comprendre ça, alors Miyazaki va devoir monter son propre studio. Ces studios, vous les connaissez très bien, les studios Ghibli. Miyazaki voit les choses en grand pour ses studios, des films complets avec des vrais messages et vous le savez, des films qui nous ont marqués, qui continuent encore de nous marquer. Miyazaki va faire de nombreux voyages en Europe, par exemple pour Kiki la petite sorcière, on va trouver de nombreuses références à la ville de Stockholm. On voit des références au Petit Café de Paris, le tramway de Lisbonne. Les films Ghibli, c'est un style unique que tout le monde aujourd'hui arriverait à reconnaître. Et si Heidi proposait une simple montagne suisse, Miyazaki va proposer une Europe unique. Une sorte de best-of de toutes les villes d'Europe combinée à son imagination extraordinaire. Ça donne par exemple le château ambulant qui ajoute des éléments steampunk à une Europe pourtant si simple. Et ce style-là est complètement différent de tout ce qu'on pouvait trouver à l'époque. En fait, il est presque impossible de situer la période dans laquelle se passent les films. On peut voir une Europe des années 1800 mais ajouter à ça des vaisseaux, des robots géants, c'est ça qui fait le charme des films de Miyazaki. Et s'il fonctionne si bien, vous le verrez, c'est d'une part parce que le travail fourni sur chaque film est millimétré, mais aussi parce qu'il y a une certaine critique qui commence à prendre place. Une critique peut-être plus difficile à exercer dans un contexte japonais. Ici en Europe, les studios Ghibli parlent de la guerre, de la corruption des machines, de l'avancée technologique toujours plus poussée. Prenons par exemple le film Porco Rosso. Le récit ne se contente pas de suivre les aventures d'un pilote de chasse transformé en cochon, il explore aussi des thèmes tels que la nostalgie, la solitude et les conséquences humaines de la guerre et de l'innovation technologique. Je vous ai parlé du château ambulant et là encore on a un film qui explore les thèmes de la guerre et de ses graves conséquences sur la société. La technologie incarnée par le château ambulant lui-même et les machines de guerre est présentée à la fois comme merveilleuse et terrifiante. Vous l'avez compris, les films européens de Miyazaki vont énormément contribuer à créer une attirance chez les Japonais. D'ailleurs, ils vont au travers de ces films commencer à idéaliser l'Europe, surtout la France. Ça va même créer une véritable maladie chez les Japonais. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une attirance particulière pour le Japon. Que ce soit les mangas, les animés, les temples, la bouffe, je vous vois, hein. Et ben c'est pareil pour les Japonais, sauf que eux, ils vont se confronter à un problème de taille. La déception. Arriver à Paris et être extrêmement déçu. Imaginez, vous voyez tous les films Ghibli, vous imaginez l'Europe comme ça, pour faire face à la dure réalité de Paris. Et bien ça a un nom. C'est le syndrome de Paris. Un syndrome psychologique qui touche beaucoup d'Asiatiques et surtout les Japonais. En fait, tout ça pour dire que Paris, l'Europe, ça a une place énorme chez les Japonais. Ils imaginent presque un paradis avant de venir ici, et ça, on va forcément le retrouver dans les animés, et notamment les animés d'aujourd'hui. Et l'un des premiers animés à créer son propre univers dans une Europe intemporelle, c'est, vous le connaissez je pense, Full Metal Alchemist. FMA, vous allez le découvrir, tracer un chemin que de nombreux mangas d'aujourd'hui ont suivi. Ici, on est clairement en Europe, on a deux frères, Alphonse et Edward Elric, deux prénoms à connotation germanique, mais on a aussi et surtout un pays, Amestris. Amestris, c'est un pays qui va s'inspirer très fortement de l'Europe, et particulièrement de l'Europe de l'Ouest et centrale des années 1900. C'est le début de la révolution industrielle, on le voit surtout au niveau des transports utilisés dans l'œuvre, les trains, les premières voitures, mais on peut aussi le voir au travers des armes utilisées. D'ailleurs, on est là aussi dans un contexte de guerre avec l'utilisation intensive de la propagande, la présence d'un état policier et la recherche de la puissance militaire par la science et surtout par l'alchimie. La recette semble imbattable, une Europe en guerre avec une petite touche de magie, de fantastique au travers de l'alchimie, de l'échange équivalent, des homunculus, des chimères, vous l'avez compris, Full Metal Alchemist, c'est une œuvre incroyable. Et vous ajoutez à ça deux frères qui ont tout fait pour sauver leur mère, même faire quelque chose d'interdit dans l'alchimie, et voilà. L'aventure commence, et vraiment, si vous n'avez jamais vu FMA, je vous le conseille grandement. Et si je vous ai dit que cette œuvre a ouvert la voie à d'autres œuvres, eh bien, il y en a une que je suis sûr vous connaissez très très bien, l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, ça a marqué une génération, je vais essayer d'éviter les spoils, mais là encore, on a énormément de références à l'Europe. L'intrigue se trouve dans une ville entourée de remparts qui aurait très bien pu s'inspirer de la ville fortifiée de Carcassonne par exemple. Ici, on est clairement en Europe dans une période qui est très difficile à situer, on a de l'avancée technologique au travers des équipements tridimensionnels, on a de l'aviation, de véritables navires de guerre, des trains, des canons, les héros évoluent là encore dans une Europe intemporelle. Et en parlant des héros, leurs noms ont eux aussi des consonances germaniques, comme Eren Yeager, Armin Arlett, Ymir Fritz, à l'exception de quelques personnages comme Mikasa Ackerman dont le prénom est clairement japonais. Ici, la recette est encore plus poussée, la guerre est omniprésente, l'avancée technologique et matérielle c'est vrai, mais aussi et surtout fantastique. Ici, on n'a pas vraiment d'armes nucléaires, mais plutôt des titans qui menacent de tout détruire. L'humanité a découvert le pouvoir des titans et en a fait une arme de destruction massive. La guerre est au centre de l'œuvre, et quoi de mieux que de mêler une fois de plus le fantastique au réel pour critiquer le monde qui nous entoure. L'Attaque des Titans, ça raconte bien plus que le simple récit de survie. Ça explore des thèmes profonds comme la liberté, l'oppression, le cycle de la haine, et tout ça on le vit aussi au travers du personnage principal Eren Yeager. Au travers de son cadre européen, l'animé crée un monde riche qui sert de miroir à notre société. Et même si le succès de l'Attaque des Titans a été extraordinaire, il est peut-être l'un des derniers mangas à utiliser cette fameuse recette dont je vous ai parlé. Parce que oui, des mangas dont l'Europe est le lieu central de l'histoire, il y en a eu, mais un en particulier a attiré mon attention, c'est Vinland Saga. Et ce manga est exceptionnel. Bon, déjà l'histoire est folle, on le voit au travers des yeux de Thorfinn, on le voit d'abord enfant, puis on grandit avec lui, mais là où Vinland Saga est vraiment unique, c'est surtout parce qu'il fait référence à des vrais personnages, des personnages inspirés de la réalité. Thorfinn est directement lié à Thor
Thorfinn Karlsefni, le roi Canute est lui inspiré du véritable Canute le Grand. Dans Vinland Saga, il n'est plus question de montrer une Europe idéale ou fantastique. Ici, tout est basé sur l'histoire. L'Europe est un monde brutal où l'on peut mourir à tout moment, surtout quand il s'agit de la guerre entre le Danemark et l'Angleterre. Tout devient plus réel et c'est aussi parce que l'auteur de l'œuvre, Makoto Yukimura, est fasciné par les sagas islandaises. Un peu comme Heidi à l'époque. Lui, je compare une petite fille suisse à Thorfinn, mais en vrai, c'est un peu ça. On raconte là encore des contes historiques, mais bien sûr, dans Vinland Saga, c'est poussé à un réalisme extrême et parfois même ultra violent. Parfois, vous allez le voir, on a juste des éléments fun qui viennent se greffer à nos œuvres préférées. Même dans One Piece, l'Europe est représentée. Dans l'arc Dressrosa, par exemple, on a la présence de l'Espagne, avec bien sûr Don Quijote do Flamingo, qui fait directement référence à Don Quichotte, le roman espagnol. Et Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a même inclus d'autres références, comme par exemple la danse du flamenco, et bizarrement le mélange de certains pays d'Europe, parce que oui, on retrouve aussi le Colisée, qui lui est très italien, des combats de gladiateurs, des princesses, des rois, des trahisons. L'arc Dressrosa est finalement très européen, avec derrière lui l'idée d'une oppression au travers du personnage de Doflamingo, qui lui a réduit en esclavage la population. Je pouvais pas non plus parler de l'Europe sans vous parler de JoJo's Bizarre Adventure, qui ici mêle complètement des contes et légendes d'Europe avec les vampires dans le premier arc, Phantom Blood, qui se passe d'ailleurs dans le Londres du 19e siècle. Là, c'est vraiment le mélange entre fantastique et réel. Les arcs vont se succéder, on va découvrir beaucoup d'endroits différents comme l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, mais ça ne se limite pas qu'au pays. On a parfois des références directes à des œuvres majeures comme le livre de Victor Hugo, Les Misérables, qui semble être un parallèle entre l'histoire de George Jostar et Dario Brando. En fait, il y a tellement de références dans JoJo qu'on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais c'est pas le but. Non, le but de cette vidéo, c'est parler de l'obsession qu'a l'animation japonaise pour l'Europe. Et s'il y a bien un genre de manga qui a une obsession particulière avec l'Europe, c'est celui dont je vais vous parler ici, et vous allez voir que les dérives sont nombreuses. Alors je pense que vous connaissez tous le genre Isekai, et si vous ne le connaissez pas, ça fait rien parce que c'est assez facile à comprendre. En fait, le genre Isekai, c'est très souvent l'histoire d'un adulte, souvent japonais, qui vit donc au Japon, dans le Japon actuel, avec la technologie actuelle et tout ce qui va avec. Mais ce japonais en question, c'est un vrai loser. Il n'y a pas de travail, pas de femme, pas d'argent, il est tout ce que la société japonaise rejette. Mais dans chaque Isekai, le personnage à un moment donné va mourir, souvent dès le premier épisode. Mais rassurez-vous, il va se réincarner, c'est là que je vous parle d'obsession, c'est que non seulement il va se réincarner dans un corps d'enfant avec un esprit d'adulte évidemment, mais il va surtout renaître dans un monde paradisiaque, une Europe fantastique. Fantastique parce qu'il sera question de chevaliers, de magie, de grandes villes très européennes, des grands pays, des rois et des armées. Prenons par exemple le cas de Mushoku Tensei que j'adore personnellement. Alors oui, j'ai peut-être donné l'impression d'avoir un peu mal parlé du genre Isekai, mais il y a de très bons Isekai et malheureusement de très mauvais qui vont vraiment laisser place à des dérives parfois trop drôles, vous allez voir. Mushoku Tensei, c'est vraiment la base des Isekai. Le personnage principal est, comme je vous l'ai dit, un vrai loser et va se faire renverser par un camion et mourir. Il va renaître dans un monde très européen et là, l'aventure va commencer. Le personnage prend une revanche sur la vie misérable qu'il a eue et décide de devenir la meilleure version de lui-même. Dans les Isekai, on est très loin des films Ghibli. Ici, il est question de progresser un peu comme dans un MMORPG. Vous savez, les jeux où on peut monter les niveaux, débloquer des sorts et vaincre des boss. Et généralement, le perso vit pour les caméras et veut être l'homme de la situation, devenir fort et se taper toutes les meufs du royaume. Et donc là, c'est vraiment une marque d'obsession pour l'Europe, mais ça va vraiment plus loin avec les dérives du genre Isekai. En fait, le genre Isekai a vraiment explosé vers 2020. On a eu une vraie masse créative, parce que faut que je vous parle d'un truc important qui va tout expliquer. Au Japon, il y a un site où l'on peut publier son Isekai. Imaginez une sorte de YouTube, mais pour le genre Isekai. Et c'est exactement pourquoi beaucoup d'œuvres ont un titre assez étrange. Oui, parce que le genre devient très populaire et c'est la course, il faut se démarquer des autres. Je me suis réincarné en distributeur automatique. J'ai sauvé trop de meufs et créé un petit apocalypse. Je me suis réincarné en ours polaire. Ça me fait rire, mais ces titres sont réels. En fait, les auteurs avaient pour but d'être numéro 1 sur le site et en n'ayant que le titre comme moyen d'attirer les gens, ils ont fait des titres très aguicheurs. Et si vous voulez creuser le sujet, des titres comme ça, il y en a tellement, vraiment là, on est en plein dedans. On voit au travers des isekai que le rêve de réincarnation se trouve dans un monde fantasy en Europe et d'ailleurs ça va donner place à un autre phénomène qui va complètement dans ce sens. Alors certes, on s'éloigne peut-être de l'animation en tant que telle, mais il fallait absolument que je vous parle d'autres œuvres, des œuvres qui ont marqué leur époque et bien que ce ne soit pas des animés, leurs créateurs, eux, sont très souvent des mangaka. Dragon Quest est un jeu vidéo développé par Square Enix, une entreprise japonaise. Dragon Quest est vraiment à la base de tout ce dont on m'a parlé. On est en plein dans le monde médiéval et fantastique. Et si le design des personnages vous dit quelque chose, c'est normal. Celui qui s'en est chargé, c'est Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball. Ce jeu vidéo puise son inspiration dans la fantasy européenne. Les armures, les dragons, les châteaux, d'ailleurs, ce n'est pas le seul jeu qui a eu un aussi grand succès dans le monde. Dragon Quest, c'est rien comparé à un autre monstre du jeu vidéo japonais, Zelda, que je n'ai même plus besoin de présenter. Là aussi, on est dans un monde européen médiéval, on traverse le royaume d'Hyrule, un royaume féodal dont le drapeau ressemble étrangement à celui du Danemark. On a une fois de plus des rois, des guerres, des dieux, et on mêle la fantaisie européenne à des contes fantastiques. Et fantastique, c'est peut-être le mot qui résume assez bien la pensée des grands artistes japonais. Ils sont fantastiques. Ils nous rappellent que notre monde est lui-même un lieu de magie et de mystère, attendant tranquillement qu'on vienne le découvrir. D'ailleurs, en parlant d'un artiste japonais fantastique, Eiichiro Oda en est le parfait exemple. Lui aussi a une très forte attirance pour l'Europe, mais lui, il a fait une œuvre un peu particulière.
Lui, ce qu'il aime, c'est les pirates. Et dans cette vidéo, j'explique la fin de One Piece, enfin, celle qu'il avait prévu de faire, et je peux vous assurer que cette vidéo va vous montrer à quel point Oda est un génie.